Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez répondre sur le chat, histoire qu'on soit sûr, effectivement, que tout soit OK. Bon, eh bien, écoutez, a priori, parfait. Eh bien, écoutez, bienvenue. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour, cette fois-ci, de la publicité digitale sans cookies, les alternatives pour la personnalisation et la mesure. Donc, pour aborder ce sujet aujourd'hui, je serai accompagnée de Julien Giacomara, qui est directeur analytics au sein de l'agence Empirique, de Sébastien Gantou, fondateur de Digital DPO, et moi-même, Lucille Chauvy, enchantée, directrice du pôle SIA et Social Ads chez Empirique. Vous pourrez tout au long du webinaire poser vos questions via le module de chat, et avec la possibilité de scorer les questions. Donc, n'hésitez pas à interagir. On essaiera de répondre au mieux à l'ensemble de vos interrogations. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc pour vous présenter un petit peu les sujets que nous allons aborder, donc on fera un retour effectivement sur le périmètre des contraintes techniques et réglementaires qui ont un petit peu bouleversé, qui continuent de bouleverser en ce moment le monde de la publicité, avant de basculer sur les axes d'optimisation possibles autour du taux de consentement, du taux d'opt-in, et puis comment aujourd'hui cibler vos prospects et mesurer la performance de vos publicités dans un monde sans cookies. L'objectif, c'est d'être le plus objectif possible sur le contexte publicitaire actuel. On vous présente vraiment nos pistes de réflexion, nos échanges qui nous nourrissent effectivement au sein de l'agence, en étant le plus concret, transparent et pédagogue possible. Et comme je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à interagir et à nous poser vos questions via le chat. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous propose une rapide présentation effectivement de l'agence Empirique. Notre agence va souffler ses 10 bougies cette année, en 2022. Et on est une agence web marketing qui est installée à Lyon, qui a à cœur d'améliorer la performance digitale de ses clients en créant effectivement des active data avec un ex data assez poussé qui nous démarque effectivement aujourd'hui, en accompagnant la performance digitale aussi bien sur la visibilité, l'audience et la conversion. Et on a effectivement des expertises qui s'articulent tout autour de la chaîne de valeur de la donnée. Donc, on a vraiment la partie initiale autour de la fiabilisation et la construction du capital donné, donc tout ce qui concerne effectivement la collecte. Et puis, cette donnée, une fois qu'on l'a collectée, il faut la faire parler avec une dimension stratégique, l'activer avec des leviers SEO et SIA et de conversion, et puis après, effectivement, la piloter et permet de visualiser la performance à travers différentes solutions de data viz ou de solutions data. Donc, on est vraiment une agence web marketing globale orientée, très axée data sur la valeur de la donnée. Et donc, aujourd'hui, on vous parle SIA. Donc, on peut effectivement accompagner nos clients sur les principales plateformes aujourd'hui, effectivement, qui existent, aussi bien en search, en display, que sur les réseaux sociaux. Et pour vous montrer quelques clients que l'on accompagne effectivement actuellement, on est sur un portefeuille de clientèle effectivement plutôt varié en termes de secteur, de l'e-commerce ou de la génération de leads, sur des axes aussi variés du B2B et du B2C. Comme vous le constatez, effectivement, quelques-unes de nos belles références. Ce ne sont pas les seules. Bonjour à tous, c'est mon tour. Alors, merci Julien et Lucille de m'inviter à cet événement d'Empirique. Moi, je m'appelle Sébastien Gantou, je suis DPO externe. Mon cabinet intervient pour assurer la mission légale de DPO avec une désignation auprès de la CNIL chez mes clients, ou alors pour soutenir des DPO internes, des équipes opérationnelles, ou dans des projets de mise en conformité, de transformation digitale ou d'action de formation liées à la protection des données. Nos conseils permettent de former ou d'informer des organisations, des services techniques, des services marketing, des services juridiques sur la réglementation liée à la protection des données. J'interviens notamment dans le secteur des médias, du e-commerce, pour des marques, pour des acteurs de l'adtech ou de la fintech. Bref, dans des activités qui sont toujours digitales et plutôt data-driven. Aujourd'hui, on va parler cookies. Alors, le digital est un monde de cookies et de traceurs. Donc, parler de publicité sans cookies nécessite de savoir de quoi on parle et on va poser quelques bases ensemble. Je t'en prie, vas-y, Lucille. Allons-y. Donc, on parle d'abord contraintes réglementaires et techniques. Donc, on va commencer par ces quelques bases sur ces sujets. Donc, qu'entend-on par cookie ?
Juridiquement, un traceur est défini comme toute opération de lecture et ou d'écriture d'informations dans le terminal d'un utilisateur. Alors d'abord, on peut se demander pourquoi cette protection juridique. Votre téléphone, votre PC, mais aussi votre voiture sont considérés comme des éléments qui sont des extensions de votre domicile. Et ils ne sont pas considérés comme des espaces publics, mais comme des espaces d'intimité. Donc il faut bien garder ça en tête quand vous travaillez sur ces sujets. Juridiquement, vous allez extraire des informations d'un espace privé pour les utiliser et vous ne profitez pas de données disponibles sur le web. Et cette prise de conscience, elle est fondamentale par rapport à ce qui nous occupe sur les cookies et les traceurs. Donc les cookies et les traceurs peuvent être des cookies HTTP déposés dans le navigateur ou en local storage, des calculs de fingerprinting qui permettent d'identifier de manière unique le terminal que vous utilisez, des pixels de tracking, ces petites images qui sont chargées lors de la lecture et du chargement du mail dans un logiciel de messagerie, ou les identifiants individuels générés par un logiciel ou un OS quand vous installez un logiciel. Cette définition s'applique que les traceurs collectent ou non des données à caractère personnel, donc on n'est pas dans le champ d'application du RGPD, mais de ce qu'on appelle la directive e-privacy. Et cette distinction s'applique quel que soit le terminal utilisé. Ça peut être un GSM, un PC, une voiture, une télé, on le voit avec la télé segmentée, maintenant une box FAI qui va vous proposer des publicités segmentées de la même façon, un frigo connecté, enfin tous les éléments qui se connectent au réseau. Donc ceci dit, comment est-ce qu'on peut faire légalement pour avoir recours à la publicité en ligne? Donc là, je vais vous exposer la position de la CNIL par rapport à la publicité. Et il faut retenir qu'il y a 2 étapes. Avant tout, si vous avez recours à des cookies, comme je viens de vous les définir, vous devez avoir le droit d'intervenir dans la sphère privée. Selon la CNIL, la publicité n'est pas nécessaire à un service fourni à l'utilisateur à sa demande express. Ainsi, le recours aux cookies ou aux traceurs doit faire l'objet d'un consentement pour tout traitement publicitaire, que l'on parle d'activation, de profilage, mais aussi de comptage, ce qui est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous devez avoir le droit d'utiliser les données personnelles. Donc là, on parle de RGPD, de protection des données. Et donc, encore une fois, selon la CNIL, la publicité doit faire l'objet d'un consentement par les individus qui sont sujets des traitements qui vont profiler leurs usages. Et donc, pour être valide, le consentement doit être prouvable, univoque, libre, spécifique, éclairé et retirable. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse l'objet d'une trace, d'un log, qu'il doit être donné avec un acte positif clair, qu'il ne peut pas être contraint, vous ne pouvez pas demander le consentement à quelqu'un en lui expliquant qu'il n'aura pas accès au service si jamais il refuse de donner son consentement. Il doit être spécifique, donc vous devez lui expliquer ce que vous allez faire et les finalités que vous allez poursuivre de manière distincte. Vous devez lui donner un document d'information qui va lui permettre de savoir la portée des traitements que vous allez apporter. Et ensuite, il doit être retirable, donc il doit avoir la possibilité de vous dire au cours de son expérience chez vous que finalement, il change d'avis. Et du coup, une fois qu'on se dit ça, comment est-ce qu'on collecte le consentement? Et surtout, comment est-ce qu'on le transmet éventuellement à des partenaires? Donc, c'est un consentement soit à l'intervention dans la sphère de la vie privée au travers du consentement cookie, soit un consentement à pouvoir mener des finalités publicitaires avec des données à caractère personnel. Donc, il y a un standard marché qui a été élaboré par l'IAB Europe. Ce standard permet aux acteurs de l'industrie de la publicité, de la tech et aux éditeurs de sites de collecter un consentement à agir sur les sites et les applications mobiles. Il s'appelle le Transparency and Consent Framework. Il a été conçu par l'IAB Europe. Il définit un ensemble de règles et de spécifications techniques qui sont applicables aux acteurs de l'écosystème, encore une fois, les éditeurs de sites, la tech, les annonceurs, les agences, et il permet une gestion harmonisée des préférences utilisateurs pour la publicité ciblée au travers de CMP, on en parlera tout à l'heure, avec une information qui est standardisée. Ainsi, les préférences qui sont stockées dans un signal de consentement dans la CMP vont être transmises à tous les acteurs qui souhaitent intervenir pour des finalités publicitaires et accessibles pour besoin en cas de preuve. Donc attention, j'ai dit transmis. Donc si vous intégrez le TCF sur votre site, vous allez ouvrir une porte d'accès aux data à des acteurs qui auront le droit de collecter des données pour leur compte sur votre site et de profiler et cibler vos utilisateurs. Ils pourront segmenter l'activation de la publicité avec vos datas et avec celle de leurs autres partenaires, ce qui vous rendra partiellement et potentiellement co-responsable de leurs actions. Aussi, c'est à peser avec votre conseiller RGPD, votre juriste ou alors votre agence d'intégration et votre agence digitale. Il s'agit là de bien analyser ce que vous allez paramétrer et les tiers que vous allez autoriser à agir chez vous, car ceux-ci vont pouvoir suivre vos visiteurs ou vos clients par la suite en fonction de ce que vous allez les autoriser à faire.
Petit point sur les thématiques de contrôle actuelles de la CNIL sur le sujet. Depuis 2021, la CNIL contrôle fortement les cookies et les traceurs. Il y a plus de 90 mises en demeure qui ont été affichées. Il y a eu des contrôles, puis des sanctions. Ils ont été progressifs. Et c'est la preuve de la volonté de la CNIL de changer les usages. Donc, on était dans un monde qui était très, très peu régulé. Depuis 2018, le RGPD a été posé, la CNIL a été renforcée. Et du coup, depuis 2020, elle a édicté des lignes directrices, dont on va parler tout à l'heure, puisqu'elles ont un impact sur les CMP, et sur la définition du cookie. Et à partir de ce moment, la CNIL a commencé à informer et à émettre des documents, puis des contrôles, puis des sanctions pour faire en sorte de sensibiliser le secteur. En janvier 2021, c'est le dépôt des cookies à l'arrivée sur le site avant toute action qui a été visé. Donc Google et Amazon avaient été sanctionnés. Et le point, c'était sur une landing page, on arrive, des cookies se déposaient, les cookies étaient déposés sans consentement préalable. Donc du coup, il y a eu une première alerte de l'autorité avec une sanction. En septembre 2021, la CNIL complète le scope des contrôles après la mise en place des lignes directrices en avril 2021. C'est la traduction des choix dans la CMP et dans le navigateur qui sont testés. Le Figaro, notamment, a fait l'objet d'une sanction parce au-delà des accords qui étaient donnés à l'intérieur de la CMP, des cookies étaient déposés alors que l'accord n'avait pas été fourni. En décembre 2021, c'est l'information qui est fournie aux personnes et l'équilibre des choix entre les boutons, on va en parler juste après, de refus et d'acceptation qui a été sanctionné avec Google et Facebook. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, le TCF, c'est le seul standard marché pour le consentement publicitaire. Et le respect de son signal devrait être la prochaine étape des contrôles de la CNIL dans la progressivité de ces contrôles. En février, il y a une décision de l'autorité belge dont dépend l'IAB Europe qui a éclairé l'avis des autorités sur le TCF. Il y aura des modifications dans l'année sur ce fameux TCF qui permet de transmettre un consentement sur la publicité ciblée. Mais vous devez garder en tête que le TCF reste le seul dispositif aujourd'hui qui vous permet de collecter un consentement pour vous. Ça, toutes les CMP permettent de le faire, mais qui permet aussi de le transmettre à des tiers. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour éviter les risques qui sont liés à l'utilisation et à la diffusion de ces consentements pour valider vos positions. À titre d'exemple, nous, avec mon cabinet, quand on intervient sur ce genre de sujet, on teste près de 100 critères pour valider que l'ensemble des règles édictées par la CNIL sont bien respectées sur le site, de manière à éviter de vous exposer en cas de contrôle. Voilà pour ce petit préambule. Donc effectivement, on a la problématique du RGPD, la gestion du consentement qui a impacté la collecte de données nécessairement. Et c'est vrai que cette raréfaction de la donnée, elle est en plus amplifiée par d'autres facteurs, la présence d'adblock qui bloque effectivement les cookies, et puis la fin des cookies sur les navigateurs qui est déjà effectivement en place sur Safari, Firefox, et la suppression qui fait effectivement beaucoup parler d'elle, la suppression des cookies tiers sur Chrome à l'horizon 2023. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà effectivement des impacts constatés ou à venir sur les campagnes publicitaires, à la fois sur les capacités de ciblage qui peuvent être aujourd'hui effectivement impactées est fortement réduite au niveau de la constitution des audiences ou de la possibilité de mettre en place du remarketing, et puis de la difficulté à mesurer la performance des campagnes, où on se retrouve avec parfois effectivement des données analytiques incomplètes, des algorithmes de plateformes qui sont insuffisamment alimentés en données, des écarts clic-session, une attribution qui est difficile à mesurer. Bref, effectivement, ça vient perturber un petit peu notre façon de gérer des campagnes au quotidien. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de voir ensemble comment on peut finalement optimiser la collecte de données, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on ait quand même effectivement des cookies qui remontent et qu'on puisse l'exploiter mais de façon saine, et puis envisager des techniques de ciblage alternatives et puis d'adapter la mesure de la performance. Donc on rentre effectivement dans le concret en attaquant sur finalement comment aujourd'hui maximiser votre taux d'opt-in pour limiter cette perte de données. Donc, effectivement, alors maximiser le taux de consentement, c'est se donner le pouvoir d'agir sur un volume de données qui est plus important, et c'est essentiel. Réglementairement, c'est à faire dans le respect de recommandations qui accompagnent les lignes directrices cookies et traceurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont du coup applicables depuis avril 2021. Donc, c'est un document qui est présent sur le site de la CNIL. Il fait une vingtaine de pages. Vous pouvez aller le télécharger. Donc, c'est bien la recommandation qu'il faut que vous téléchargiez par rapport à ça. Et dans ces recommandations, la CNIL a fait quelques propositions. D'abord, dans un premier temps, on voit le visuel basique. Donc, on a 3 boutons, un tout accepter, un tout refuser, un personnaliser mes choix.
pour consentir dans le détail. Donc, c'est impératif, si vous mettez une acceptation globale, un tout accepté n'est valable que si vous donnez la possibilité de pouvoir accepter de manière granulaire dans un autre niveau. Donc, cette position et ce premier visuel, c'est le visuel basique de la CNIL. Il faut bien garder en tête qu'il faut mettre en évidence de manière identique vos choix pour ne rien risquer en termes de conformité. Un bouton « Tout refuser » plus petit, en police très claire pour ne pas être visible, pourrait ne pas être conforme. Néanmoins, il y a une marge d'adaptation puisque vous pouvez adapter ce que vous affichez à l'utilisateur dans votre charte graphique. Et donc, si l'ensemble de votre site a une charte graphique particulière pour l'acceptation ou le refus d'abonnement, d'inscription, de participation à des jeux concours, vous pouvez appliquer exactement la même charte graphique sur ce panel de consentement et normalement, tout devrait bien se passer. Ensuite, il y a un autre visuel qui est proposé par la CNIL. Dans le milieu, on appelle ça la figure 5, qui est maintenant très utilisé. Il introduit la capacité de continuer sans accepter. Donc, on a toujours 2 boutons en bas du niveau 1, donc à l'arrivée de la personne sur le site, un bouton tout accepter, un bouton personnaliser mes choix, et en plus, un lien continuer sans accepter en haut. Alors attention, dans ce cas, il faut absolument que le texte que vous présentez précise clairement ce que fait ce dernier bouton, et donc qu'il permet de refuser le dépôt des traceurs non strictement nécessaires, et qu'il se limitera aux traceurs exemptés. Donc, ce qu'on a fait après pour que ce soit un peu plus parlant, on a pris quelques illustrations. Comme on a eu des exemples assez parlants et qui ensuite ont fait l'objet de corrections par les acteurs, on va vous les présenter. Donc, avant et après sanction de la CNIL, d'abord 2 GAFAM qui ne respectaient pas les règles et qui ont changé suite aux mises en demeure en 2021, donc Facebook. Donc, vous voyez que les boutons, vous les avez matérialisés en orange, ont changé. Donc, on est passé de gérer les paramètres de données tout accepter à gauche à valider uniquement les traceurs pour les cookies dits essentiels. On va se dire que c'est les traceurs qui sont exemptés ou liés à des services strictement effectués à la demande de l'utilisateur. Et par ailleurs, les cookies qui sont essentiels et optionnels, autrement dit, autoriser tous les cookies. Donc, l'information a été complétée en ajoutant aussi un scroll. Là, vous ne le voyez pas, mais l'ensemble des éléments qui avant figuraient dans un deuxième niveau figurent maintenant chez Facebook sur le premier niveau avec un scroll. Et on peut, sur cette partie-là, noter qu'on ne peut pas débrayer la pub spécifiquement. Facebook considère que la publicité fait partie de son offre de service, de son modèle, et qu'elle ne peut pas être désactivée. Alors, ce n'est pas en ligne avec la position de la CNIL en France. Il y a des recours qui sont en cours au niveau européen. Donc, gardez bien en tête ce que je vous disais tout à l'heure. La finalité publicitaire doit faire l'objet d'un consentement. Ce consentement doit être spécifique, et ça veut dire que sur votre site ou sur votre application digitale, vous devez avoir la possibilité de couper la pub pour avoir le droit de faire de la pub. Donc ça, c'était le premier exemple. Ensuite, Amazon, Amazon a simplement ajouté le continuer sans accepter en haut à gauche sur le premier niveau pour permettre de refuser dès le premier écran. Et donc, du coup, c'est mis en accord avec les préconisations de la CNIL. Le troisième exemple, sanctionné en 2021, c'est Google. Donc, et là, pas de changement à ce jour, alors sauf si ça a changé depuis quelques heures, malgré la sanction. Donc, au premier niveau, vous avez un bouton pour accepter, un bouton pour personnaliser, pas de possibilité de refus. Et au second niveau, pour ceux qui le pratiquent, on ne peut toujours pas refuser en un clic. Il faut choisir sur 3 niveaux différents la personnalisation de la recherche, l'historique YouTube et la personnalisation des annonces pour dire si on active ou pas le service et ensuite enregistrer. Il faut donc 5 clics pour refuser contre 1 clic pour accepter. Est-ce que Google a décidé de tenir tête à la CNIL? Est-ce qu'il va changer? De mon côté, je ne sais pas, mais en tout cas, hier, ça n'avait toujours pas changé, alors que normalement, si mes informations sont bonnes, ils avaient jusqu'au 31 mars pour changer les choses depuis la dernière sanction. D'autres exemples ensuite pour aller un cran plus loin. Donc ça, c'est un grand site de e-commerce qui agit en France. Le niveau 1 est conforme avec les boutons. On a bien personnalisé, refusé, accepté. Mais là, la publicité n'apparaît pas explicitement au niveau des finalités. Donc, on voit dans le texte qu'on utilise des cookies afin de proposer des messages publicitaires plus pertinents, mais le tout dans un bloc qui s'appelle cookies de personnalisation. Donc, les conditions de forme ne sont à mon avis pas réunies pour que le consentement soit valide. Il suffirait de changer le libellé de cette rubrique, à vrai dire, pour que, du coup, à mon sens, la CMP soit totalement conforme et permette de valider la publicité. Mais voilà, donc un conseil, soyez clair et faites attention surtout à bien détailler les finalités en fonction de ce que la CNIL attend sur un site. Séparer la mesure d'audience, la publicité, l'interaction avec les réseaux sociaux et vos cookies éditoriaux qui vous permettent de réaliser des aménagements sur le visuel et l'UX de votre site de manière à être transparent vis-à-vis des utilisateurs.
Dernier exemple, sur un site de médias français, vous voyez, il y a 4 boutons aux 4 coins cardinaux, enfin pas cardinaux, mais aux 4 coins de la slide. Le site a décidé d'innover et de mettre un bouton fermer et accepter en haut à droite et un bouton tout accepter en bas à droite. Et comme il doit être aussi simple d'accepter que de refuser, le site média a également ou implémenté 2 boutons de refus, continuer sans accepter, à gauche, en haut et en bas. Alors on pourrait se poser plein de questions sur cette façon de faire et sur ce que ça représente. En fait, ça veut dire que globalement, pour arriver à respecter des contraintes juridiques, on est en train de mettre des boutons aux 4 coins d'un panel. C'est avant tout une problématique du X et de choix et de bonnes pratiques à mettre sur votre CMP. Lucille va vous en parler juste après. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quels que soient vos choix, il faut toujours que vous vérifiez que vous n'allez pas à l'encontre d'une contrainte juridique qui rendrait le consentement non valide sur votre site. Le but, c'est d'avoir un consentement valide, d'avoir une UX et une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible pour maximiser votre taux de consentement. Mais faites attention à ne pas sacrifier les conditions réglementaires de validité du consentement dans ces étapes-là, quitte à introduire des éléments qui ergonomiquement ne sont pas beaux, parce que ça vous permettra de justifier vos positions vis-à-vis de l'autorité. Alors effectivement, pour aller plus loin et pour vous montrer l'impact aujourd'hui de ces bandeaux cookies, on voulait revenir sur le baromètre privacy qui a été effectivement actualisé par Commanders Act en mars 2022. Et c'est une étude qui a été réalisée sur presque 300 bannières de recueil de consentement. Et pour vous montrer qu'aujourd'hui, finalement, les taux d'opt-in, que ce soit sur desktop ou sur mobile, ne sont pas si catastrophiques que ça. 74% en moyenne sur desktop et 83% sur mobile. Et que globalement, on constate qu'on est sur une relative stabilité depuis l'année dernière. Donc, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que finalement, quels sont les modèles qui performent le mieux, c'est que aujourd'hui, on a toujours effectivement ce modèle continuer sans accepter, avec le bouton accepter bien visible, qui fait partie effectivement de ces modèles qui performent le mieux, comme a pu vous le présenter Sébastien effectivement tout à l'heure. Et un autre format effectivement qui a tendance à bien performer, c'est le bouton continuer sans accepter, qui est positionné sur des petites variantes, sur des façons un petit peu différemment de d'habitude, où on commence à avoir l'habitude de le voir en haut à droite. Eh bien, on arrive avec ces méthodes qui sont pour le moment effectivement on va dire dans la conformité, ou en tout cas la CNIL n'est pas revenue sur ces positions-là, mais on arrive à avoir aujourd'hui des taux d'opt-in qui sont relativement satisfaisants. Et donc, pour maîtriser le taux d'opt-in, effectivement, vous pouvez avoir recours à une CMP qui a différentes fonctionnalités qui permettent effectivement à la fois de lister tous les cookies qui sont en place sur votre site, de paramétrer des bandeaux sur les différentes plateformes, de gérer le consentement, de pouvoir faire de l'A/B testing. Donc aujourd'hui, effectivement, avec une CMP, avoir la possibilité de personnaliser et d'optimiser au mieux votre bandeau pour optimiser le taux d'opt-in. Et puis, vous pouvez également mettre en place quelques tests pour essayer justement de voir l'impact sur le taux d'acceptation. Donc, par exemple, ça peut être effectivement l'emplacement du bandeau sur la page, mais généralement, il a tendance effectivement à être au centre pour être incontournable, d'afficher le logo, de tester différentes accroches textuelles, la position effectivement des boutons, l'ordre, et puis des jeux de wording et de couleurs sur lesquels vous pouvez effectivement aujourd'hui intervenir. Et puis, rien ne vous empêche, on a tendance à avoir effectivement des bandeaux cookies plus classiques, de jouer la carte de la créativité pour vous démarquer, pour que cette étape effectivement incontournable puisse être aborder des axes créatifs et finalement optimiser le taux d'opt-in avec des visuels attrayants et de miser sur ces idées-là. Voilà, je vous donne quelques exemples avec WeTransfer qui sont plutôt parlants en termes de créativité. Donc, une fois effectivement qu'on a vu cet axe d'optimiser le taux de consentement, donc premier axe effectivement sur lequel on peut intervenir. Deuxième axe, c'est de se dire effectivement dans un monde sans cookies, comment on peut cibler aujourd'hui les internautes pour nos campagnes. Donc, on a réfléchi pour commencer sur différentes alternatives et on a construit une matrice pour vous présenter les différents types d'audience que vous pouvez activer sur vos campagnes
avec deux axes, effectivement la dépendance aux cookies et puis un ciblage de masse, un ciblage personnalisé en intégrant les principales plateformes publicitaires, Google, le search globalement, les réseaux sociaux et puis d'autres régies publicitaires de programmatique par exemple. Donc on va avoir ces premières audiences à risque qui sont fortement dépendantes aux cookies et qui tendent à un ciblage effectivement personnalisé. Sans surprise, ça va être effectivement ces audiences qui sont dépendantes des tags, des pixels, des données collectées, du remarketing, du ciblage comportemental par rapport effectivement à un site internet, de la création d'audiences similaires par rapport à ces audiences comportementales, des audiences intentionnistes. Donc là, effectivement, on est clairement sur des audiences qui sont fortement dépendantes aux cookies, un ciblage personnalisé. Donc on est sur ces premières audiences à risque par rapport effectivement à cette approche de cookies. Autre audience à risque, là on n'est plus sur un ciblage effectivement élargi, mais avec une dépendance forte aux cookies. Ça va être ces ciblages effectivement constitués par rapport, on est surtout là effectivement sur les régies publicitaires ou sur Google, sur des audiences par rapport à des comportements de navigation, donc qui permettent d'identifier des intérêts ou également un ciblage sociodémographique quand l'internaute n'est pas logué. Donc là aussi on est sur des audiences à risque qui peuvent être impactées ou qui seront impactées par la suppression des cookies, et là, entre autres, effectivement, les cookies tiers sur Chrome. Donc, face à ces audiences à risque qu'on peut aujourd'hui effectivement encore exploiter, on a des audiences qu'on peut effectivement tester, qu'on détaillera un petit peu tout à l'heure, sur du ciblage contextuel et sémantique, et puis sur du ciblage sur les réseaux sociaux notamment, autour de centres d'intérêt, ou de critères sociodémographiques, mais une fois effectivement que l'internaute est logué, on peut accéder à la donnée. Et puis, finalement, les audiences aujourd'hui qu'on tend à privilégier, ce sont celles qui sont le moins dépendantes, effectivement, aux cookies, qui ne sont pas dépendantes aux cookies et qui permettent tout de même une approche la plus personnalisée possible, finalement, en exploitant vos données propriétaires qui passent effectivement par une base mail. Alors, on verra quelles sont aussi les contraintes à respecter, puisqu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi par rapport à cette donnée personnelle. Mais à partir de cette base de contact, pouvoir créer des audiences similaires. Ça peut être aussi s'appuyer sur votre communauté sociale pour créer des audiences similaires là aussi, du lookalike autour de votre communauté, et puis un ciblage au niveau du search à partir des mots-clés qu'on continue d'exploiter. Donc, premier point, comme je vous le disais, sur ces audiences que vous pouvez aujourd'hui tester, on a le ciblage contextuel et sémantique, alors qui ne sont pas des nouveautés, on n'est pas là sur une découverte dans le monde de la publicité, mais plus effectivement sur une visibilité haute qui leur est donnée. Donc, ciblage contextuel, on est vraiment sur, je vous ai mis un exemple sur une publicité automobile, on est sur un site média dédié au monde de l'automobile, et puis on a sur la page d'accueil une publicité pour un modèle de voiture. Donc là, typiquement, on est sur une correspondance thématique. Donc, on a un ciblage par rapport à une thématique. Et puis, à côté, sur un niveau un petit peu plus précis au niveau de la sémantique, qui peut faire appel là à une dimension de machine learning. Donc, on a vraiment un apprentissage qui peut être fait par rapport au texte présent sur une page. On a sur un article qui traite d'alternatives au carburant effectivement standard, on a une bannière pour un congrès sur les mobilités durables. Donc, on arrive à avoir une corrélation un peu plus forte au niveau d'un contenu en s'appuyant notamment sur le machine learning. Donc, premier axe que vous pouvez effectivement exploiter sur des régies publicitaires ou de la programmatique, et même effectivement sur des régies comme Google en libre service. Par rapport à la suppression des cookies tiers sous Chrome, qui fait effectivement grand bruit depuis l'année dernière, Google envisage effectivement des alternatives avec son programme Privacy Sandbox. Deux alternatives aujourd'hui qui sont proposées. Une première alternative, Topics, autour de la publicité par centre d'intérêt. Donc là, on est vraiment sur l'API qui va catégoriser des sites internet, et puis pour chaque utilisateur, le navigateur va venir définir des thèmes qui correspondent globalement à la somme de toutes les pages visitées dans une semaine, et au bout de 3 semaines, plusieurs thématiques, donc topics, seront listées, et il y en a seulement 3 qui pourront être activables par les partenaires publicitaires. Voilà, donc c'est
une alternative qui est proposée effectivement par Google. Donc là, on est vraiment au niveau du navigateur en tant que tel, publicité ciblée par centre d'intérêt, et il propose une autre API, Fledge, pour le reciblage publicitaire, donc là sur une dimension de remarketing en faisant intervenir un serveur tiers de confiance. Donc, on est sur ces deux alternatives qui sont aujourd'hui proposées et qui, depuis peu, Google a communiqué dessus la semaine dernière, rentrent en phase de test pour voir effectivement l'adhésion des partenaires publicitaires et puis les avis, là aussi, effectivement, des instances RGPD réglementaires pour valider ces éléments. Et puis, on a, comme je vous le disais, effectivement, l'alternative qui reste intéressante aujourd'hui, c'est de pouvoir exploiter les données first party, les données propriétaires, en investissant effectivement sur votre collecte de données, sur l'embasement. Donc là, on vous présente un schéma effectivement classique d'inscription à la newsletter, une pop-up qui s'affiche, un lead qui est enregistré, qui vient nourrir effectivement vos outils, et cette donnée que l'on peut activer effectivement par mail ou sur des plateformes publicitaires en direct ou pour des audiences similaires. Mais cette donnée-là, effectivement, Sébastien va prendre le relais, la collecte effectivement et l'utilisation est soumise tout de même à consentement et à quelques règles. Effectivement, avant d'exploiter une donnée, il faut la collecter. Et la collecte de données first party est aussi encadrée par le RGPD depuis 2018, les usages aussi. Il y a deux choses qui sont à retenir. Pour pouvoir, le RGPD interdit très très peu de choses en réalité, mais par contre, il contraint à faire des choses, c'est-à-dire fournir une information préalable, justifier d'une base légale, donc soit le contrat, soit le consentement et dans certains cas l'intérêt légitime, et ensuite de permettre aux gens d'exercer leurs droits et de revenir sur leur choix. Donc, dans la slide qu'on vous présente là, sur l'exemple sur la droite, je collecte obligatoirement le nom et le prénom de la personne. Ils sont marqués d'une astérix et donc je mentionne le fait que c'est obligatoire au travers de l'astérix. La date de naissance n'est pas strictement nécessaire, elle n'est pas obligatoire. Donc, je ne vais pas pouvoir obliger mon utilisateur à me fournir sa date de naissance, mais s'il me la fournit, alors je pourrais l'utiliser dans le cadre de mes catégorisations socio-démo. L'adhésion au service que je propose en ligne est validée par une acceptation active, donc la case est décochée et la personne va aller cocher la case, donc le choix va être univoque par rapport aux critères dont je vous parlais tout à l'heure, et elle est obligatoire pour créer un compte. Ensuite, il y a deux opt-in qui sont présentés. Un opt-in newsletter qui va permettre de contacter par mail, par SMS ou avec un automate d'appel si je me base sur l'ensemble des éléments réglementaires, mais disons par mail et par SMS les personnes physiques. Il a noté que cet opt-in pour avoir une communication électronique avec les personnes n'est pas obligatoire en B2B, mais si jamais vous ne le collectez pas, il faudra ensuite que vous fournissiez un droit d'opposition aux professionnels pour qu'ils puissent se désinscrire de vos listes. Donc, soit au travers de leur profil en décochant une case, soit au travers d'un petit lien de désinscription dans toutes vos communications. Et le dernier opt-in, c'est l'opt-in partenaire. Cet opt-in partenaire va être très important par rapport à ce que Lucille vient de vous montrer. Il va permettre de communiquer les données à des tiers dans un cadre qui va être précisé dans votre politique de confidentialité. Donc attention pour ce dernier point, les destinataires devront être inscrits dans votre politique de confidentialité ou accessibles par un lien qui permet de cliquer et de voir vos partenaires. Et ces informations-là sont obligatoirement fournies pour que vous puissiez ensuite faire un transfert vers un tiers. Tout à l'heure, Lucille vous parlait de lookalike sur un réseau social, par exemple. Et donc, pour pouvoir faire une transmission d'informations vers le réseau social, il va falloir que vous ayez ces éléments-là et que vous ayez précisé en dessous du bouton valider que les informations qui sont communiquées permettent de gérer le compte, premier opt-in, envoyer des informations sur les produits, deuxième opt-in, et proposer des publicités personnalisées via nos partenaires avec un lien en savoir plus qui va permettre de voir dans la liste de la politique de confidentialité les catégories de destinataires ou les destinataires. Et donc, on pourrait imaginer un transfert vers des réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, Facebook ou autres. Et donc, il faut que ces informations-là soient présentes pour que vous ayez le droit de le faire. Et ensuite, cette donnée first party que vous allez chercher à activer sur un réseau social devra, de l'autre côté, par le réseau social, correspondre à quelqu'un qui a accepté son activation. Et donc, si de votre côté, vous avez le droit et de son côté, il a le droit, alors l'activation va pouvoir se faire. Ces points, aujourd'hui, ne font pas énormément de bruit, mais en 2022, la prospection commerciale, c'est une des 3 priorités de la CNIL. Donc, l'année dernière, vous avez entendu parler des contrôles sur les cookies et les traceurs. Cette année, il faut s'attendre à des contrôles sur la collecte de données, sur leur utilisation et sur les transferts
à l'intérieur d'un groupe, entre différentes enseignes, différentes marques ou différentes sociétés, et entre acteurs pour pour activer de la publicité, notamment sur les réseaux ou faire en sorte d'activer des liens d'affiliation. Donc, anticipez si vous avez des projets ou si vous faites des campagnes dans ce cadre-là pour faire en sorte de créer un ensemble de choses qui vont vous permettre de pouvoir vous défendre si jamais vous avez un souci vis-à-vis de l'autorité ou vis-à-vis de vos clients. Et si vous avez des projets de DMP ou de CDP, intégrer dès le départ, en mode privacy by design, comme le disait DPO, des règles qui vous permettent de pouvoir tracer les accords que vous avez eus et de pouvoir vérifier dans le temps que votre base client est bien conforme à ces objectifs et à ces contraintes réglementaires. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop plombé l'ambiance, mais c'est très important de faire passer ce message-là parce que c'est le framework de conformité de demain pour vous tous. Et le plus tôt vous le ferez sur votre base client, le plus vous aurez une base client qui sera conforme. Et ça ne demande pas énormément d'efforts initialement. Par contre, quand on travaille sur une base établie, ça commence à devenir plus compliqué de la retransformer et de la réoptiner. Donc faites-le le plus tôt possible. Et donc, une fois qu'on a une base effectivement de données propres et utilisables, eh ben, comment on peut justement s'en servir pour booster les performances des campagnes? On peut s'en servir à 3 niveaux. Pour optimiser le ciblage, c'est effectivement exploiter cette base de données clients pour créer des audiences de remarketing ou des audiences similaires en les injectant dans les plateformes publicitaires. On peut envisager aussi différents scénarios avec l'exclusion des audiences qui ont converti pour pouvoir travailler cette dimension de conquête. Donc, premier axe, effectivement, le ciblage. Deuxième axe, la personnalisation du message. Effectivement, plus vous allez avoir une connaissance affinée de votre audience, plus vous pourrez après, effectivement, personnaliser le message que vous allez adresser. Donc, on peut vraiment avoir, par rapport à cette segmentation de base de données clients, la possibilité de personnaliser les messages publicitaires ou de personnaliser les messages sur le site avec des landing pages dédiées, par exemple, par rapport à vos différents types de prospects, à vos différentes catégories de clients. Et puis enfin, un des points effectivement qui a son importance, c'est que là, on pense effectivement ciblage prospect et client, mais on a effectivement besoin aujourd'hui par rapport à ces automatisations de campagnes et de pilotage qui sont de plus en plus fortes et qui vont prendre une part de plus en plus importante, la nécessité d'importer des données, effectivement, et des données de conversion aussi, pour pouvoir nourrir ces algorithmes, les alimenter en données, pour qu'ils puissent performer et driver les campagnes dans le sens de votre objectif. Donc, importer des données de conversion, effectivement, c'est possible sur les différentes plateformes publicitaires via différents moyens. Donc, ce qui permet effectivement de réconcilier l'online et le offline, et puis d'envisager un mode de pilotage un petit peu plus différent, un peu plus affiné. Par exemple, piloter au lead transformé et plus seulement effectivement au lead généré, ou d'ajouter une dimension de valeur pour piloter à la valeur de conversion ou à la marge, mais qui permet effectivement d'avoir une approche plus fine dans le pilotage de vos campagnes et en même temps de donner plus de matière aux algorithmes pour qu'ils puissent performer dans de meilleures conditions. Merci Lucille. Dans ce cadre-là, maintenant qu'on a posé tout ce cadre, justement, se pose la question de la mesure de la performance des publicités dans un monde sans cookies. Alors, parler d'un monde sans cookies, c'est un raccourci qu'on emprunte volontiers pour résumer la situation, puisqu'à vrai dire, des cookies, il y en aura toujours. Mais ils seront très rares, par contre. Alors, la première des solutions qu'on peut avoir pour analyser la perf, c'est de se reposer sur notre outil d'analytics. Alors aujourd'hui, on peut distinguer deux types d'outils analytiques. On a les solutions qui sont généralistes et solutions spécialisées. Dans les solutions généralistes, on va retrouver Matomo, Piwik, Eulerian, etc. Dans les solutions spécialisées, on va retrouver Content Square, StatShop, Nonly, Beable et tant d'autres. Il n'y a pas Google Analytics, parce qu'aujourd'hui, Google Analytics n'est pas une solution exemptée de consentement. Donc, ce que vous avez sous les yeux, ce sont uniquement des solutions exemptées de consentement qui permettent du coup de recueillir de l'information, de l'analyser et de l'exploiter. Qu'est-ce qui fait qu'une solution analytics peut être exemptée de consentement? C'est surtout le respect de deux principaux critères. Le premier, c'est que la finalité de traitement de la donnée récoltée se limite strictement à la mesure d'audience. Le second, c'est que les principes généraux du RGPD sont tous respectés. Aujourd'hui, on considère donc que Google Analytics ne peut pas prétendre à l'exemption, puisque notamment le point numéro 1 ne serait pas respecté
car même si vous désactivez l'intégralité et l'ensemble de toutes les fonctionnalités marketing, publicitaire, retargeting, il est écrit noir sur blanc dans les conditions d'utilisation de Google au niveau du compte que Google Analytics se réserve le droit d'utiliser la donnée à d'autres fins que purement statistiques. Il y a un point très important aussi à garder à l'esprit, c'est que si vous utilisez une solution exemptée de consentement, vous ne pourrez pas forcément prétendre à cette exemption. Pourquoi? Puisque par défaut, toutes les solutions ne sont pas exemptées de consentement. C'est donc le cas d'Ata Internet, de Matomo, de Piwik, etc., etc. Pour prétendre à cette exemption, il faut donc appliquer une configuration spécifique à chaque outil, configuration qui est exigée par la CNIL et qui est fournie par la CNIL sur la page qui liste toutes les solutions exemptées du marché par la CNIL. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec l'exemption? On peut faire beaucoup de choses, puisque, étant donné qu'on a une exemption de consentement, on peut activer son tracker et donc sa récolte de données avant le consentement ou même après refus, du moment qu'on respecte ce que demande la CNIL. Si on se concentre du coup sur l'acquisition, donc sur la donnée relative à la performance des campagnes, on pourra toujours identifier le trafic issu des campagnes payantes et même des sources ayant généré ce trafic. Donc, si je devais reprendre une catégorisation standard du marché qu'on connaît grâce à Google, donc savoir les paramètres d'URL, source et support, ceux-ci seront toujours pilotables. On pourra toujours identifier sa source et son support de trafic. En revanche, on ne pourra pas identifier la campagne, puisque la campagne est un niveau trop fin, d'après la CNIL, et qui permettrait de recouper à l'utilisateur. De la même manière, les informations de contenu d'annonce ou les mots-clés ciblés ne pourront pas être suivis sans consentement, de la même manière que l'attribution ne sera pas possible sans consentement. Petite précision quand même, les données de contenu d'annonce et de mots-clés sont dans tous les cas disponibles dans vos plateformes publicitaires, puisque les plateformes publicitaires récoltent la donnée associée à vos campagnes et non pas associée à ce qui se passe sur un site web. Ce qu'il faut retenir du coup dans ce cadre-là, c'est qu'il faut que la donnée reste anonyme. On peut passer sur le plan suivant. Merci. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur un site web lorsque vous réalisez des campagnes? Donc moi, Julien Giacomara, je vais cliquer sur une campagne de retargeting sur Facebook qui a été générée via des campagnes Facebook Ads. Après le clic, je vais arriver sur une landing page et refuser les cookies. Je vais donc cliquer sur « Continuer sans accepter » sur le bandeau qu'on a ici sous les yeux. Alors, ce qui est important également d'avoir à l'esprit, c'est que la solution qui est utilisée en termes d'analytics, c'est une solution exemptée et non pas Google Analytics. Car par défaut, Google Analytics doit être bloqué. Et s'il y a refus, Google Analytics doit aussi être bloqué. Donc, dans ce cas-là, j'ai refusé les cookies. La récolte est toujours active, mais en mode exempté CNIL. Si j'envoie derrière un formulaire de demande de devis, je serai en capacité d'identifier qu'il y a eu une action d'envoi de formulaire, donc il y a eu un clic sur le bouton de validation du formulaire. Je serai en capacité d'associer ce clic au canal ayant généré la visite, en l'occurrence les campagnes payantes, et je serai en capacité d'identifier la source, en l'occurrence Facebook. Par contre, si j'avais accepté les cookies après être arrivé sur le site, j'aurais pu d'emblée identifier que c'était une campagne de retargeting. J'aurais pu connaître le contenu de l'annonce qui m'a ciblé sur Facebook, ainsi que j'aurais pu incrémenter une conversion dans mes statistiques. Donc, ça peut éventuellement être bloquant, mais il y a plusieurs solutions qu'on peut imaginer pour non pas contourner le problème, mais pour maintenir un niveau d'analyse suffisant pour améliorer sa performance. Donc, ce qu'on pourrait tout à fait imaginer, tout en restant dans les critères de conformité RGPD, ce serait de proposer des landing pages différentes en fonction du type de campagne réalisée. Ainsi, je peux très bien proposer deux landing pages qui soient exactement les mêmes d'un point de vue expérience utilisateur et d'un point de vue ergonomique, mais qui soient différentes dans l'URL. Tant et si bien que toutes mes campagnes de retargeting pointeraient vers l'URL A et que toutes mes campagnes basées sur des critères d'intérêt Facebook pointeraient vers l'URL B. Avec les options de consentement, je conserverai toujours du coup l'action de clic sur un bouton de formulaire, de validation de formulaire, sur la source de trafic et le canal, mais je serai aussi capable d'identifier finalement ma campagne, puisque le visiteur sera arrivé sur une page distincte, sur une URL différente.
quoi qu'il en soit, s'il faut retenir quelque chose, c'est que cette pratique, elle est possible, mais il est très important de ne jamais utiliser ce type de données récoltées, qui est purement statistique en l'occurrence, pour réaliser de l'identification utilisateur par la suite. Donc, ne jamais tenter de recouper à l'utilisateur. Il faut que la donnée reste strictement anonyme. C'est très important ce que vient de dire Julien. En fait, un des critères de l'exemption, c'est de conserver une donnée pseudonyme sur les utilisateurs et de ne pas associer les données exemptées à un profil CRM. C'est une des conditions qui font sauter les critères de l'exemption. Et c'est pour ça qu'ils vous proposent ces voies de contournement qui permettent à la fois de travailler sur 100% de votre audience, puisque vous êtes avec un outil exempté, et qui vous permettent de maintenir des informations, qui vous permettent de mesurer non pas qui, mais quelle quantité de personnes est passée dans quel rayon de votre magasin et qu'est-ce qui a attiré son regard pour comprendre comment vous pouvez animer commercialement vos outils digitaux. C'est primordial dans le monde qui s'ouvre aujourd'hui, parce que c'est ce que vous allez devoir faire compte tenu des contraintes réglementaires qui apparaissent pour protéger quelque part le pseudonymat de vos utilisateurs. Tout à fait. Et puis enfin, effectivement, on a la possibilité, pour faciliter l'analyse de la performance, de réconcilier les données analytics avec les données plateforme, pour envisager effectivement de les recalculer et de pouvoir se projeter pour compléter les écarts. Là, on vous a remonté effectivement un cas spécifique où on constate pour une série de campagnes, effectivement, des écarts entre les données publicitaires et puis les données analytics, ce qui font effectivement ces écarts qu'on a du mal à avoir une vue juste de la rentabilité, du coût d'acquisition ou du retour sur investissement. Donc, on peut effectivement, en modulant et en croisant effectivement l'ensemble de ces données, pouvoir estimer des données potentielles. Ça peut être une simple règle de 3 ou alors sur des modèles statistiques un petit peu plus élaborés, pour avoir, en recalculant effectivement une vue un petit peu plus affinée des conversions et donc du coût d'acquisition et de la rentabilité des campagnes. Donc on peut effectivement, on a un enjeu fort autour de la réconciliation de ces données, aussi bien donc des données analytics avec les données plateformes, mais c'est une approche qu'on peut tout à fait là aussi décliner avec des données internes que vous pouvez avoir effectivement de votre côté. Donc, vous voyez effectivement qu'aujourd'hui, comme le disait Julien, par rapport à vous parlait effectivement de la publicité dans un monde sans cookies. Aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait effectivement dans un monde sans cookies et on le sera effectivement sans doute pas tout de suite. Donc, on a effectivement toujours ces axes que l'on peut ajouter. Je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est un sondage effectivement qu'on vous propose. Cette raréfaction de la donnée constatée actuellement vous a mis des bâtons dans les roues, vous gêne effectivement aujourd'hui dans le pilotage de vos campagnes. Et puis, effectivement, ces alternatives aujourd'hui qu'on vous propose, elles sont le reflet effectivement des bouleversements que le marché publicitaire est aujourd'hui en train de vivre. On a effectivement cette caractérisation, en tout cas cette protection de l'utilisateur qui est renforcée. On a en face aussi parfois une méfiance des internautes par rapport à la publicité qui est diffusée, une volonté de contrôler effectivement ces messages-là auxquels il est exposé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos métiers se retrouvent effectivement en pleine mutation face effectivement à ce marché qui évolue du côté de la réglementation, ces comportements utilisateurs qui évoluent effectivement également, les évolutions techniques qui impactent effectivement nos métiers, qui nous obligent à repenser nos techniques, nos façons de faire. Mais c'est ce qui fait aussi, à mon sens, l'intérêt et l'attractivité de nos métiers, d'être sans cesse en constant renouvellement. Et on était ravis de pouvoir partager aujourd'hui avec vous ces différents éléments de pistes d'analyse et de solutions pour piloter au mieux vos campagnes publicitaires dans cet environnement mouvant. Je ne sais pas si on a une dizaine de minutes pour interagir et faire une session effectivement de questions-réponses. N'hésitez pas à nous interpeller effectivement sur le chat si vous avez envie effectivement soit qu'on complète certains points ou qu'on détaille des éléments qui ne sont pas clairs sur lesquels on a pu passer tout au long de ce webinaire.
N'hésitez pas à nous dire aussi si tout était clair. Alors, je regarde dans les questions, je crois qu'on n'a pas de questions. Non. Pour le moment, en tout cas. Moi, à la limite, j'aurais peut-être une question pour les gens qui nous écoutent. On vous a présenté des taux de consentement à 74% et vous voyez qu'il y avait des moyennes entre 72 et 78%. Hors d'expérience, moi, je sais qu'il y a des taux extrêmement volatiles entre un site et un autre. Est-ce que vous avez un retour à nous faire? Est-ce que vous connaissez vos taux de consentement sur vos sites? Est-ce que vous savez comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça? Je fais un test, hein, j'inverse le sens de la question. Après, moi, je peux parler du taux de consentement sur les sites de nos clients, si tu veux. Sébastien. 70, 75. Ouais. C'est ce qu'on constate. Après, ça va dépendre du format du bandeau, de la CMP utilisée aussi. Ouais. Au final, mais ce qu'il faut retenir, c'est que du moment qu'on est au-delà de 70%, on capte quand même beaucoup de la donnée, finalement. Les taux de consentement de ce niveau-là permettent de faire beaucoup de choses, puisque finalement, la donnée est enrichie sur quasiment 3/4 de l'audience. Donc, le ciblage, donc la pertinence des campagnes, l'orientation des budgets, en pâtit moins, c'est certain. Ouais, puis quand tu as les 3/4 de l'audience qui répond, c'est vrai qu'au final, c'est assez facile mathématiquement et tu peux te dire que les modèles mathématiques fonctionnent. Le produit en croix marche bien à ce niveau-là. On n'a pas besoin de raffiner dans des populations complémentaires, on se trompe assez. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, dans l'exemple qui était présenté, je continue, hein, dans l'exemple qui était présenté par Lucille, là sur la slide, quand on voit qu'il y avait des taux de conversion recalculés, votre préco dans ce genre de cas, c'est de le recalculer aussi par le biais des URL que tu présentais juste avant, Julien? C'est ça? Alors oui, et effectivement, en fait, plus tu vas amener de la finesse à ton analyse, plus en fait tu vas amener de la qualité aux actions que tu vas entreprendre par la suite. Donc après, la solution qu'on propose avec cette distinction par URL, elle peut tout à fait s'appliquer à ce calcul du taux de conversion. Et c'est ce qu'on recommande de faire, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'une personne est en train de taper sur le chat. Ah, la mesure du consentement. Alors, comment mesure-t-on le consentement entre desktop et mobile? Donc, on a plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est de reposer sur sa CMP, sur sa Consent Management Platform. Ça dépend de la CMP que vous utiliserez. Si vous en utilisez une qui vous met à disposition du reporting sur la perf, il sera plus simple du coup de pouvoir identifier les consentements d'une part sur mobile ou sur desktop. Je prends l'exemple d'une CMP comme D2000, vous permet facilement d'identifier cela. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un outil analytics exemplier de consentement, comme AT, comme Piwik Pro, comme Matomo, pour traquer les interactions sur votre bandeau. Cette donnée-là étant purement statistique, vous pouvez tout à fait la traquer avant consentement ou après refus, du moment, dans tous les cas, que vous respectez les critères d'exemption de consentement demandés par la CNIL pour l'outil que vous utilisez. Donc, on peut très bien imaginer utiliser une CMP très standard et traquer les clics sur les boutons de votre bandeau, ce qui vous permettrait derrière, dans votre outil Analytics, d'identifier les comportements avec le bandeau en fonction de l'appareil utilisé. Concernant la présentation, le webinaire sera accessible en replay, quoi qu'il en soit, donc vous pourrez le consulter à nouveau sans problème. Très bien. Alors, une dernière question de oui. Lors du dernier webinaire, vous avez évoqué une étude qui montrait que les taux de consentement moyens étaient inférieurs à 50%. Là, on est plutôt autour de 75%. En effet, Willy, on a eu accès à une étude encore plus récente qui date de mars 2022, qui montre que les taux de consentement progressent. Alors, il y a une distinction faite entre mobile et desktop. Mais effectivement, les taux de consentement moyens, en tout cas sur mobile,
sont plus élevés que sur desktop et tendent à tourner autour de 70 à 75%. Voilà. Et tout cela, alors ça, ce sont des chiffres moyens qui vous permettent de vous comparer au marché, mais tout cela est évidemment dépendant des actions que vous menez sur votre bandeau. Ça concerne la France, Anaïs, je confirme. Puisque dans tous les cas, dans les autres pays de l'Union européenne, les exigences du RGPD ne sont pas les mêmes. La CNIL fait son interprétation du texte du RGPD. Il faut savoir qu'en Espagne, en Allemagne, en Italie, ce n'est pas forcément la même chose. Voilà. Les moyens de collecter le consentement ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça induit des biais. Aujourd'hui, vous pouvez optimiser vos taux de consentement avec un bouton « Continuer sans accepter » à la place du bouton « Refuser ». C'est toléré par la CNIL. Alors, par contre, attention, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, la CNIL dise finalement, on revient sur ce qu'on a dit. Maintenant, il faut un bouton « Accepter », un bouton « Refuser » de manière obligatoire. Ce qui posera du coup de nouvelles contraintes et de nouveaux enjeux de récolte du consentement. C'est un sujet qui est très mouvant. C'est pour ça que là-dessus, il faut être très souvent en veille et disposer d'un outil, d'une CMP, du coup, qui soit en capacité de s'adapter aux évolutions juridiques. À une baisse du consentement, oui. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, pour le consentement, on arrivera à un plafond. C'est-à-dire que vous aurez beau déplacer vos boutons refus, tâcher d'optimiser le plus possible votre bandeau. À terme, dans tous les cas, les visiteurs des sites web seront habitués en fait à comment savoir refuser les cookies. Donc en fait, ce qui fera le poids par la suite, ce sera simplement votre image de marque et la qualité de l'image perçue par vos visiteurs. En fait, il y a quelque chose qui va jouer énormément par la suite. C'est le moment où vous allez poser la question. Là, pour l'instant, comme on est en phase, on peut se le dire, nos bandeaux, ils sont pas super jolis, ils sont un peu intrusifs. Quand les gens arrivent sur un site, ils ont plutôt tendance à perturber la navigation qu'autre chose. Et je pense que quand les taux vont baisser, on va se retrouver très probablement obligé à observer le moment où il faut qu'on pose la question et différer la demande de cookies initiale. Ce qui augmente encore plus, si on se place dans cette optique-là, ce qui augmente encore plus l'intérêt d'un outil exempté, parce qu'il commence à collecter de la donnée avant qu'il y ait le consentement. Et on verra ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, mais je pense que petit à petit, tout ça va se durcir, les gens vont prendre l'habitude, ils seront plus regardants, et la question du moment où vous posez la question sera aussi importante que quand vous affichez une copie d'un utilisateur pour le faire participer à quelque chose. On ne le fait pas n'importe quand et on ne le fait pas à l'arrivée de l'utilisateur sur le site. Et là, pour l'instant, je pense que notre façon de faire est dictée par le fait qu'on a besoin de volume, parce qu'on ne sait pas encore comment adresser les choses, et que ça va s'affiner petit à petit. Et on peut même imaginer qu'on pose la question à l'arrivée sur le site, mais comme on sait qu'on a une récurrence d'utilisation ensuite, eh bien, on repose la question à un moment plus propice, parce qu'on sait qu'on va avoir un taux de refus très fort sur la landing page. Nicolas, vous demandez s'il y a un projet d'homogénéisation des règles au niveau européen. La réponse est oui. Après, c'est un projet qui, normalement, enfin, on parle de règlement e-privacy. Donc, en gros, c'est l'alignement de toutes les directives e-privacy, toutes les réglementations liées aux cookies et aux traceurs au niveau européen. C'est un règlement qui touche ce qu'on appelle les communications électroniques, dont les cookies. Et donc, c'est un ensemble qui est plus large et qui vise à réglementer même les communications des fournisseurs d'accès Internet, des telcos pour les passages d'appels avec les téléphones. Et ce règlement, il est en cours de discussion et de négociation depuis de nombreuses années. Il aurait dû normalement cette année passer avec le Digital Service Act ou le Digital Marketing Act, mais il est encore en cours de discussion, donc je pense qu'il y a du lobbying extrêmement fort qui est fait par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura une homogénéisation? La réponse est oui. À quel horizon, on ne peut pas vous le dire, mais ce sera forcément le cas. Mais pour l'instant, le cheval de bataille de l'Union européenne par rapport à ça, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est les acteurs globaux, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la data générée sur l'activité digitale. Et ensuite, on se posera la question de la communication et de la réglementation, de la régulation des terminaux les uns avec les autres. Mais je pense qu'on va attendre encore quelques mois avant de voir des discussions sur le sujet.
Le positionnement dans les navigateurs, c'est un des chevals de bataille du lobbying, notamment des OS ou des navigateurs. Après, la question, c'est est-ce qu'au niveau business et au niveau d'un acteur économique, est-ce qu'on a un intérêt à ce que quelqu'un pose la question pour nous? On voyait tout à l'heure qu'on vous conseillait de travailler vos chartes graphiques, travailler les visuels, de se demander à quel moment on pose la question. Si la question est posée au niveau d'un OS ou d'un navigateur ou d'un FAI, la question, elle va être demandée au moment où la personne va se connecter la première fois et de manière récurrente, mais pas du tout au moment où on pense qu'il faudrait lui poser la question. Et le message sera un peu comme une popine sur un GSM. Quand on vous pose une question sur un GSM, c'est assez difficile d'expliquer aux gens pourquoi on leur pose la question. On leur demande s'ils sont d'accord pour qu'il y ait un accès aux données, mais ils ne peuvent pas comprendre quand on leur pose la question pourquoi on leur demande, sauf s'ils sont dans un contexte très particulier pour le GPS, par exemple. Mais donc, c'est très difficile d'arriver à faire passer un message qui explique pourquoi on a besoin de quelque chose. Donc, souhaitable du point de vue des navigateurs ou des fabricants de matériel probablement, souhaitable du point de vue d'un annonceur, d'une marque, d'un site de e-commerce ou d'un média, très probablement pas. Ou alors, il faudrait que ce choix puisse être donné de manière générale et qu'ensuite, on puisse interagir et contraindre le terminal à respecter un choix qui serait fait sur un site parce que la personne aurait émis un avis différent sur le site. C'est ce qu'on appelait avant la voie de retour, mais c'est dans les versions antérieures de ce texte privacy, je ne vais pas vous embêter. En gros, on cherche à trouver la liberté d'agir et de pouvoir interagir avec nos utilisateurs pour ne pas être bridé justement par ces acteurs globaux. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces échanges et vos questions. Si personne d'autre ne souhaite intervenir, eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre attention et votre interactivité. Et puis, à très bientôt, effectivement, pour un prochain webinaire empirique. Très bonne journée à vous. Et puis, le lien vers le replay va vous être envoyé incessamment sous peu. Merci à tous. Merci à tous et au plaisir. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.